Oui, hello? Oh, OK. Bonjour. Je m'appelle Holly Russell et je suis la curatrice du secteur Curiosa pour cette année, le 25e anniversaire de Paris Photo. En temps autre, hors de Paris Photo, je suis une commissaire d'exposition au Centre d'art contemporain, le UCCA, à Pékin et à Shanghai. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de modérer deux talks de conversation. La première, on va le faire en français et la deuxième en anglais. Et l'idée de ces talks, c'était de plus d'attention à des artistes dans le secteur de Curiosa, aussi qu'on peut entrer un peu plus en profondeur de leur travail, parce qu'ils sont en train de présenter, dans la plupart des cas, des nouvelles séries de travail photographique. Et je souhaitais aussi que vous pouvez vraiment entrer plus dans leur univers, avoir l'occasion de voir comment leur pratique photographique ça se situe dans la création contemporaine aujourd'hui et de les poser des questions, bien sûr, difficiles et faciles à la fin, comme vous voulez. Donc, juste pour donner un peu d'explication brièvement sur le secteur Curiosa, si vous ne le connaissez pas encore. C'est le secteur au centre de ce bâtiment sur le tapis gris clair. Et cette année, on présente le travail de 17 artistes, donc 16 projets, des artistes émergents sur le marché qui proviennent de 12 pays différents. Et cette année, nous mettons en exergue des tendances interdisciplinaires dans la photographie et traduit une partie de cette diversité passionnante qu'on trouve à travers le monde. Donc, la sélection d'œuvres se construit autour des genres traditionnels, notamment le portrait et le paysage, mais aussi, ce que vous allez voir aujourd'hui, ça permet aussi de découvrir comment une nouvelle génération d'artistes adopte des approches hétérodoxes à la création contemporaine. Je souhaitais vraiment mettre en exergue ces créateurs d'images qui partagent un caractère hybride. Et donc, aujourd'hui, nous allons discuter avec deux artistes qui présentent leurs travaux, Mathieu Gafsou, qui vient de Suisse, et Jean-Vincent Simonet, qui vient de France. Et je trouve que tous les deux, ils soulèvent des questions sur la discipline photographique, la culture générale, ils évoquent des questions très personnelles, environnementales ou métaphysiques. Donc, j'espère que vous allez beaucoup apprécier d'apprendre plus sur leur univers. Quand on avait fait un Zoom de préparation de cette conférence, tous les deux m'ont fait remarquer qu'il y a quand même une grande différence d'âge. Pas grand, hein, mais il y a quand même une petite différence d'âge. Je trouve ça très intéressant aussi parce que bien qu'ayant cet écart un peu d'environ 10 ans, je trouve que c'est représentatif aussi du potentiel d'expérimentation qu'on a. Et j'étais très touchée par les deux travaux car il y a des réflexions plastiques qui dépassent juste une expérimentation formelle ou sur le médium mais qui jouent vraiment avec la chance afin de renforcer tous les deux un propos conceptuel et artistique. Donc, je vais les présenter très brièvement leur biographie et ensuite je vais les inviter à vous faire découvrir un tout petit peu leur univers et aussi leurs procédés techniques. Et ensuite, on va poser quelques questions de conversation. Donc, Jean-Vincent Simonet, qui a fait les études à l'ECAL en Suisse, il a une pratique qui consiste à tester les limites de techniques d'impression numérique, souvent en sondant technologie à l'aide des papiers différents, des feuilles, des encres spéciales, des raisins, pour créer des œuvres lavées très, très uniques. Donc, il avait fait auparavant des expériences dans des paysages urbains. Il a fait des images où il est inspiré de la mode ou de l'architecture. Mais dans sa série la plus récente, Heirloom, il y a un côté très différent, à la fois en sujet et un petit peu en approche, où il explore pour la première fois un sujet personnel. Et ça m'avait énormément touchée. Donc, sur l'héritage multigénérationnel de l'imprimerie de sa famille vers Lyon. Donc, il est basé entre Paris et Zurich et il travaille aussi dans le mode de la mode, donc la photographie, commission photography, editorial et aussi des projets individuels. Et il a exposé ses travaux différents au Photomuseum Winterthur, le Museum für Gestaltung à Zurich, pour les Swiss Design Awards et au FOAM Amsterdam.
Et pour les ouvrages, si ça vous intéresse, parce qu'il y en a certaines juste derrière, il a publié RVB en 2021 Waterworks, Bloom en 2018 et Whirling Coils, qui était un livre self-publié. Pour sa part, Mathieu, qui est basé en Suisse, qui a son master en philosophie, littérature et cinéma de UNIL à Lausanne. Il a aussi étudié la photographie à l'école d'art appliqué de Vevey. Et depuis 2006, il participe à de nombreuses expositions. Il a reçu en 2009 le prix de la Fondation HSBC pour la photo et il a fait partie de la grande exposition itinérante Régénération 2 du musée de l'Élysée et Aperture quand il était toute frais de l'école. Et maintenant, il a en 2022 un projet vivant qui est présenté actuellement pour la première fois au musée d'art Puy et aussi ici à Paris Photo. Mais je vais les laisser surtout tous les deux parler plus en détail de leur parcours. Donc, je vais inviter d'abord Jean-Vincent, si tu souhaitais nous montrer un tout petit peu ton univers. Merci Oli pour cette rapide introduction. J'ai préparé un tout petit PDF pour expliquer les travaux précédents qui amènent au projet qui est présenté cette année à Curiosa, en commençant vraiment par le tout premier projet que j'ai réalisé. C'est mon projet de diplôme en fait, que j'ai fait à l'ECAL en 2014, qui s'appelait Mal d'Aurore, et qui est un projet qui prenait comme base le livre du comte de Lautréamont qui s'appelle Les Chants de Mal d'Aurore, qui est un petit peu les prémices du surréalisme en 1869, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, l'idée de mon projet de diplôme était vraiment d'utiliser ces textes pour créer une imagerie. Et c'est un petit peu là qu'a commencé mes recherches avec la photographie et surtout le détournement, en tout cas l'utilisation de différentes techniques photographiques. Ici, on peut voir à gauche l'utilisation de la photographie infrarouge, à droite la photographie de macro. Ensuite, tout ce corpus d'images a été présenté dans différentes expositions. Et on peut déjà voir que là, ça doit être aux ateliers néerlandais dans le cadre de Foam Talent en 2016. On peut voir déjà toute une variété de techniques qui étaient à l'époque des techniques plutôt digitales. Donc j'utilisais vraiment des logiciels pour transformer la matière, les pixels photographiques, les infrarouges, les collages digitaux. Et après, je réalisais des wallpapers, donc des papiers peints pour remplir les espaces et pour vraiment avoir cette idée de saturation d'image, de flux assez fort. Mais c'était déjà, j'avais déjà une envie assez forte d'utiliser la photographie comme une matière première et non pas comme un objet final. Cette tendance à déformer et à digérer les images, elle s'est encore plus accentuée lors de mon prochain projet qui s'appelle In Bloom, qui est un espèce de compte-rendu de plusieurs voyages que j'ai réalisés dans les villes de Tokyo et Osaka au Japon. Et donc c'est un projet assez nocturne, assez personnel, où on me suit déambuler à travers la ville. Et il y a plusieurs corpus d'images dans cette série, notamment une série d'architecture que j'avais réalisée de nuit, qu'on peut voir sur l'image de droite. Et ces architectures, pour les intégrer au livre et pour les intégrer au flux, j'ai commencé en fait à les imprimer sur des matériaux plastiques afin de leur donner un côté aquatique, de leur faire perdre leur côté trop figé et de les faire rentrer dans ce flux d'images du livre. Donc là, on en voit plusieurs. Et donc là, ça a vraiment été un petit peu le déclic pour moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à transformer les images de manière physique et non plus en utilisant les possibilités offertes par les logiciels et l'ordinateur. Ça venait aussi d'une envie de peut-être se reconfronter à la matière et de vraiment faire quelque chose aussi, créer des pièces uniques qui sortent de la reproductibilité et des circuits de production classiques.
Tu me dis si je suis trop long. Non, non, je continue, c'est bon. Donc là, à travers InBloom, j'ai pu vraiment commencer à transformer ces images avec mes mains, donc en imprimant sur des matériaux inadaptés. L'encre, elle ne va pas sécher, elle va rester humide à la sortie de la machine, et ça va me permettre, en utilisant différents produits chimiques, de l'eau, mais également mes mains ou différentes conditions comme la chaleur, le gel, je vais pouvoir rendre cette surface photographique vivante, moléculaire, et la faire évoluer en provoquant des erreurs également. Donc c'est vraiment, vu que c'est une technique qui n'existe pas, qui n'est pas brevetée, tout est construit en enchaînant les erreurs et en allant un petit peu comme quelqu'un malvoyant, à tâtons, à essayer de découvrir toutes les possibilités. Ici, ça va être une vidéo. Voilà, donc on me voit en train de traiter ces matières plastiques dans l'imprimerie dans laquelle je travaille. Donc voilà, je prépare des matières qui sont ensuite mises dans l'imprimante. On va voir, là c'est en accéléré. Voilà, donc à la sortie, vraiment, la matière est meuble, elle est sensible. Et ça va déjà créer une première déformation de l'image que je peux contrôler en ajustant les courbes d'ancrage, mais également si la photographie est digitale ou analogique, ça va changer la texture de l'image, donc ça va changer le résultat à la sortie de l'imprimante. Donc ensuite, là, c'est un moment assez délicat où justement la surface est sensible. Je vais venir la traiter de différentes manières. Et ensuite, je vais venir avec différents liquides, là c'est de l'eau, la rincer, effacer les excédents d'encre et du coup vraiment transformer cette surface. Là, on peut voir que les zones les plus sombres sont les zones sur lesquelles j'ai le plus de possibilités. Donc plus les formats sont grands, plus l'opération est complexe, mais par contre, plus les surfaces sont riches. Donc ça va permettre d'avoir des choses assez intéressantes. Donc voilà, là on voit un petit peu différentes manières. Donc ce qui est assez intéressant pour la suite de ma présentation, c'est qu'en fait, à force de travailler dans cette imprimerie, donc c'est l'imprimerie de ma famille. Donc j'ai grandi dans cette imprimerie qui est de 4 générations d'imprimeurs, donc de mon arrière-arrière-grand-père. Et à force de travailler là-bas, j'ai commencé à me passionner aussi pour ce lieu et à vraiment l'utiliser le soir ou les week-ends quand les employés ne sont pas présents. Donc là, on peut vraiment bien voir le lieu dans lequel je travaille. J'ai commencé à investir ce lieu, à me l'approprier et à jouer vraiment avec ces machines de différentes manières. Le projet suivant, c'est ce projet qui s'appelle Waterworks, qui est encore un stade plus poussé d'expérimentation, car cette fois-ci, au lieu de créer des prints, j'ai réalisé des livres uniques, qui sont d'ailleurs visibles au stand de RVB Books, juste derrière l'auditoire. Il en reste quelques-uns. C'est une édition de 30 exemplaires. Et là, j'ai vraiment passé tout l'été 2021 dans l'imprimerie familiale à créer ces livres page après page. Donc j'ai vraiment encore poussé plus loin l'idée de la réappropriation de ces machines sur différents corpus d'images qui peuvent être des fleurs, des poupées, il y a beaucoup de choses. Voilà, là ce sont quelques doubles pages de Waterworks. Tout ça, alors peut-être une petite pause, non? Oui, c'est juste pour c'est bon. Pour ma part, en fait, j'étais très triste quand Jean-Vincent il avait montré cette nouvelle série qu'on va vous présenter et qui est aussi présentée ici à Paris Photo. Parce qu'en fait, je dirais presque que dans l'industrie, on connaissait ses travaux précédents, mais on ne savait pas cette histoire de la famille dans l'imprimerie parce que tu ne parlais pas beaucoup. Et en fait, c'était très intéressant quand il a sorti cette nouvelle série, qui avait tout un sens supplémentaire, très personnel, qui s'ajoutait à son travail, cet intérêt à des imprimantes, cette expérimentation qui, pour toi, ça venait toujours un peu de soi. Mais pour nous, je trouve que Heirloom, en fait, ça
ça montrait une sorte d'étape différente dans ton expérimentation, de vraiment, c'est une sorte de full circle d'une certaine manière où on voit en fait aussi d'où tu viens en tant qu'artiste. Non, c'est sûr. Après, il y a une chose que j'ai pas précisée, c'est que je travaille aussi dans le milieu de l'éditorial et de la commission, et c'est vrai que j'ai toujours un petit peu partagé mon temps entre ces différents projets, entre ces différents aspects de mon travail qui se nourrissent. Et quand j'ai eu la chance d'avoir une exposition à la galerie Sentiment à Zurich, qui est aussi une galerie qui vient de l'art contemporain et qui est moins liée à la photographie, ils m'ont vraiment poussé à faire quelque chose de personnel et à livrer un petit peu plus, à prendre peut-être un peu plus de risques en termes d'imagerie, d'avoir une imagerie un peu moins séduisante, d'avoir un sujet peut-être plus personnel et sur lequel j'avais vraiment quelque chose de fort à dire. Donc c'était vraiment en fait en discussion avec la galerie que c'était né ce projet? En fait, la galerie avait suivi justement tous mes travaux précédents et voulait me proposer un solo show. Et étant donné que le contexte était différent qu'un festival photo ou qu'une galerie photo, j'ai aussi moi voulu pousser plus loin. Et j'ai la chance que ces gens sont aussi mes amis, donc on a vraiment pu discuter et ils ont eux tout de suite trouvé que j'avais commencé dans Waterworks, il y a déjà quelques images, quelques petits morceaux de l'imprimerie qui commencent à apparaître, mais ça n'avait pas pris l'ampleur d'un projet complet. Et aussi en commençant donc l'idée c'est que j'ai commencé à documenter l'imprimerie, donc à vraiment photographier mon lieu de travail la nuit ou les week-ends. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'étant donné que pendant le jour elle vit cette imprimerie, chaque nouvelle session de nouvelles sculptures, que ce soit dans les bacs à papier comme on peut voir ici. Donc ça c'est la première exposition que j'ai faite de ce projet justement dans la galerie Sentiment à Zurich. Donc c'était aussi pour moi, par rapport à l'occasion de présenter des petits formats, étant donné que les matériaux plastiques que j'utilise pour cette série en particulier n'existaient que à cette taille. Donc ça m'a, de par les contraintes, ça m'a forcé aussi à venir sur des choses un peu plus intimes aussi, donc ce qui va bien avec le travail. Et aussi, comment dire, ça m'a permis par rapport aux expositions précédentes d'avoir un accrochage peut-être un peu plus sobre, un peu moins agressif et de transformer un petit peu ma pratique, la manière de présenter mes travaux. Et donc l'idée, justement, c'était de documenter des zones très... sans aucune intervention d'un point de vue de la mise en scène. Donc c'est vraiment presque du documentaire d'un point de vue photographique, de la nature morte de documentaire, même si je sélectionne des zones assez précises. Et ensuite, toujours en utilisant ces matériaux inadaptés pour l'impression, je vais pouvoir venir avec ma main intervenir dessus sur cette image. C'est assez flagrant, c'est un peu une espèce de peinture au doigt comme ça. Mais ce papier garde un côté aussi plus contrôlé, plus photographique. Donc, ce qui fait que la zone grise entre la photographie et la peinture, elle devient assez étrange. Bien sûr, il y a toujours ces couleurs non naturelles qui apparaissent quand je viens rincer le tirage. Ça fait comme une espèce de radiographie, d'échographie de l'image. Ça fait ressortir les couches qu'il y a à l'intérieur des zones les plus sombres. Donc, ça devient aussi assez perturbant. On pourrait presque croire que c'est un négatif par moment. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse vraiment de perturber un petit peu la compréhension parce que la photographie a de nombreux canons compréhensibles, que ce soit le négatif, toutes ces expérimentations en chambre noire, les photogrammes, les cyanotypes, tout est toujours très compréhensible, je trouve. Et ces expérimentations jet d'encre, elles mélangent un petit peu différentes idées reçues peut-être qu'on peut avoir sur la photographie expérimentale, et je trouve que c'est assez intéressant. Ouais. Et finalement, je pense qu'il y a aussi une réflexion dans ce projet sur la circulation des images, parce que l'imprimerie de mes parents, elle produit des images industrielles, des étiquettes pour la grande distribution, des choses qui ne sont pas du tout mises en valeur
d'un point de vue artistique, donc c'est un peu de la matière pauvre, et un petit peu de les refotographier. Ça, c'est des zooms justement dans des matières imprimées là-bas, et de les présenter sous une autre forme, presque sous la forme de peinture. Ça twiste un petit peu la perception. Oui, c'est très bien. Oui, peut-être on va... Je vais faire au plus vite, je vais finir. Et oui, après, c'était juste... Oli m'avait juste demandé, genre, plus faire sur une image. En fait, là, par exemple, on peut voir... Donc ça, c'est juste une chose très caractéristique. Ils impriment les étiquettes pour les meules de fromage dans cette imprimerie. Donc, il y a beaucoup de tours comme ça, de piles de fromage que je trouve assez graphiques, intéressants. Donc voilà, je les ai documentés plusieurs fois. Ensuite, il y a différents... Je les imprime plusieurs fois ensuite pour essayer de voir de quelle manière j'aime la déformer, pour ensuite arriver à un résultat qui me plaît, qui ensuite va être encadré et bordé de plomb avant d'être présenté ici. Donc voilà, je crois que c'était ma dernière slide. Merci. Et sur ces mots de peinture et de l'art contemporain, on va transitionner vers Mathieu Gafsou. Donc, je dois dire que les deux artistes qui sont sur la conversation aujourd'hui, c'était deux personnes que j'ai remarquées dans les travaux qu'ils souhaitaient présenter à Paris Photo. Ça démontrait une sorte de changement dans leur carrière. Pour Jean-Vincent, il a un peu déjà expliqué, il a changé de format, c'était un projet plus personnel, etc. Et pour Mathieu, je trouvais aussi que c'était très intéressant parce qu'il commençait à vraiment intervenir plus dans les procédés de photographie. Donc, à Paris Photo, il présente une nouvelle série qui s'appelle Vivant, où il utilise une forme libre de documentaire en mélangeant différentes modalités formelles, donc différents types aussi de l'image, pour que les photographies fonctionnent comme un réseau. Et il espère qu'on peut attacher de multiples significations et mettre le spectateur un peu face à cette catastrophe environnementale qui est imminente pour nous toutes et tous. Et donc, dans la série, pour arriver à cette sensation, il est intervenu sur les paysages qu'il photographiait sur les images, un peu dans deux manières. Je pense qu'on va concentrer un peu sur une plus que d'autres, mais une de manière performative dans les paysages qu'il est modifié, ensuite il va les photographier. Et deuxièmement, sur les tirages, où il les a peints d'une certaine manière avec du pétrole pour laisser réagir et ressortir des doutes un peu sur la crise, des doutes sur le futur de l'eau, de l'air, de manière très poétique. Donc, j'ai demandé aussi à Mathieu de me présenter parce que je trouve que c'est très intéressant de voir que quelqu'un qui avait une pratique assez différente, en fait, où il faisait du portrait, de la documentaire. Il est une super photographe d'architecture et de paysage, qu'il a décidé, et c'est pour ça aussi j'ai relevé la différence en termes de carrière. Il a décidé de tester quelque chose et d'essayer quelque chose de différent. Et ça, c'est quelque chose j'apprécie énormément dans un artiste. Et donc, je suis très contente que tu aies ouverte à parler de ton nouvelle expérimentation aujourd'hui. C'est mieux? Oui. Bonjour. Alors, je vais effectivement passer, mais relativement brièvement, sur les anciens travaux. Simplement, c'est vrai que moi, là d'où je viens, c'est le documentaire. Et même si mon premier projet, comme celui que vous voyez ici, parle du pays d'origine de mon père que je ne connaissais pas, j'ai toujours été très en retrait. Je me suis protégé par cette forme documentaire dans mes projets et j'étais relativement présent pour différentes raisons. C'est le langage, quand je suis sorti d'école en 2008, qui prédominait quand même dans la photographie, mais aussi parce que j'avais des résistances personnelles qui m'incitaient à me protéger derrière un formalisme documentaire qui m'arrangeait bien. Cela dit, ce premier projet qui s'appelle Surface, c'est mon projet de diplôme à l'école de photographie de Vevey. Et il m'a permis de gagner des prix, un prix en Suisse, le prix du Photoforum Pascar, et en 2009, le prix de la Fondation HSBC, avec une publication d'un livre chez Actes Sud, qui m'ont permis de commencer. J'y traite de la question du simulacre, d'une réalité théâtralisée qui s'offre à nous d'une façon ambivalente, avec des images parfois comme celle-ci qui sont allégoriques, c'est-à-dire qui viennent résumer mais les enjeux de la série, c'est-à-dire ici, par exemple, la tension entre tradition et modernité, dans des images comme celle-ci. Donc c'est ce projet qui m'a permis de démarrer dans la photographie.
Et moi, je le vois maintenant, ça fait quand même 15 ans de pratique en ce qui me concerne, comme un projet d'initiation. D'initiation pour deux raisons. C'est la recherche de son langage formel et plus littéralement la question des origines, puisque c'est de cela qu'il s'agissait dans ce projet-là. C'est vrai que j'ai fait ça pendant quelques travaux. Ici, c'est une fausse sculpture, donc je travaille à la chambre. On est dans ce langage documentaire qui est encore très fort aussi à l'époque. Et c'est un travail d'école, et moi je le vois vraiment aujourd'hui comme un travail d'école, c'est-à-dire comme quelque chose qui, par certains égards, relève de quelque chose de scolaire, puisque j'imitais sans m'en rendre compte certains maîtres. Et petit à petit, mais très petit à petit, je me suis éloigné de cette forme. J'ai par la suite travaillé en Suisse sur la question du paysage, notamment évidemment des Alpes, et je me suis intéressé à l'héritage du romantisme. Comment la quête du sublime a abouti paradoxalement à l'impossibilité de vivre cette expérience du sublime du fait de la présence du tourisme, du fait de la présence de personnes comme moi qui viennent photographier et qui mettent d'une certaine façon en péril la possibilité d'une expérience solitaire et forte face à la montagne. Donc c'est un travail qui est aussi entre la fascination pour mon objet, la montagne, et pour la façon dont elle se transforme avec un discours à la fois, je dirais, formel et social, sociologique, sur l'objet de mon étude. Voilà, avec un petit clin d'œil pour la ville de Lausanne où j'habite, qui n'est pas en montagne, mais qui, pour les Anglais, quand ils ont découvert la Suisse, était considéré comme étant un lieu de montagne, puisqu'on y voit les montagnes. Et donc c'est à partir de nos lacs que tout a commencé. Et j'aime bien cette photographie parce qu'on y voit le trivial du tourisme, et en même temps, il y a quelque chose de contemplatif et de beau qui est dans cette photographie et qui me semble assez bien résumer le projet Alpes. Voilà. À chaque fois, ces livres, je ne l'ai pas précisé, ces projets sont publiés sous la forme de livres. Donc il y a eu quand même quelques bouquins au cours de toutes ces années. Ici, cette série s'appelle Sacré, elle est un peu plus dure. Je l'ai montrée parce que même s'il s'agit d'une mission photographique, je vous parlais tout à l'heure de mes résistances. Une de mes résistances, c'était la question du portrait et de la représentation de la figure humaine. J'ai décidé de traiter quelques vieux démons de mon enfance et de m'attaquer à cet objet en Suisse. Et à partir de ce moment, je quitte un petit peu cette période que je considère comme étant plus de l'initiation pour m'intéresser à une autre question qui est celle des stratégies qu'on met en œuvre pour faire face à nos angoisses existentielles. Je le fais donc une première fois avec l'Église catholique, que j'ai personnellement vue comme une vieille dame un peu fatiguée, mais avec des beaux bijoux, comme cette photo le montre. Et c'est quelque chose qui s'est déployé ensuite de différentes façons dans les autres séries. Et j'essaye toujours d'un projet à l'autre de remettre en question certains choix formels que j'ai pu faire et aussi d'en essayer des nouveaux. On est toujours dans le documentaire, mais petit à petit, les images allégoriques prennent plus de place, la lumière est plus travaillée et je m'empare, du moins j'essaie, de mon objet. Je passe un peu vite. Le projet suivant, pour parler de l'angoisse, j'ai travaillé dans le milieu de la drogue à Lausanne. Donc c'est un travail d'immersion où j'ai vécu et passé beaucoup de temps avec des personnes toxicomanes. Et l'enjeu pour moi de ce projet, c'était un espèce de renversement, c'est-à-dire de montrer que la beauté est là où on ne la voit pas. Et je trouvais très intéressant de travailler sur cette thématique, particulièrement en Suisse, où ces gens sont très invisibilisés. On ne veut vraiment pas les voir, on les parque dans des endroits très spécifiques du territoire. Et d'une certaine façon, ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Et je trouvais intéressant de montrer ce qu'on ne veut pas voir et de les faire exister. Donc j'ai choisi cette approche décontextualisée qui sort de la représentation stéréotypée du milieu de la drogue, où on voit des personnes qui sont dignes et qui ne sont plus... voilà. Et la nature morte aussi fait son apparition. Pour moi, ce projet, il est sombre, mais il est aussi enchanté. Et j'avais envie qu'on ait ce sentiment ambivalent vis-à-vis de la drogue, c'est-à-dire sortir de cette vision négative, en fait, totalement, mais aussi voir qu'une certaine forme de poésie émerge dans ce monde-là. Voilà. Et l'expérimentation formelle arrive un petit peu avec des images qui sont clairement allégoriques, comme cette bulle en train d'éclater, qui est le symbole de la fragilité, de la rapidité aussi, du flash, de ces moments éphémères et beaux. Voilà, avec un travail aussi sur... je me suis nourri dans ce projet de ce que les gens me racontaient. Contrairement à mes autres séries documentaires où je me documente énormément, ici, la source de mes images, c'est simplement les récits des gens que j'ai pu rencontrer en faisant le projet. Voilà. Je passe vite sur ça parce qu'on n'a pas le temps. Je vous parle de ce projet qui s'appelle H+, qui a été montré aux Rencontres d'Arles en 2018. C'est une expo qui a beaucoup tourné en Chine, dans presque tous les pays d'Europe, et qui a eu un certain succès, et qui est un projet très documentaire, et qui est aussi un projet
qui traite de nouveau de l'angoisse, puisque un de ses enjeux, c'est de repousser la mort, et de la façon dont l'humain tend à tout vouloir contrôler et maîtriser. Et pendant 4 ans, je me suis intéressé à ces gens qui essayent de repousser la mort, qui essayent de refaire remarcher des êtres qui ont perdu l'usage de leurs membres. J'aime beaucoup cette image parce qu'elle rend visible quelque chose d'assez ambivalent, à la fois la fascination de la science, cette capacité de faire remarcher un rat qui a perdu l'usage de la marche, et en même temps la dimension profondément aliénante de cette technologie qui vient ici littéralement se brancher sur le crâne de cet animal qui me semble hagard et un peu perdu. Et je me sens un peu comme ça vis-à-vis de la technologie. C'était un projet très documentaire avec des légendes sous les photographies, une construction en chapitres qui part des choses les plus banales comme les prothèses et qui se termine sur la question de la limite de la mort. Toujours cette question, moi, qui revient souvent de la magie aussi dans la photographie. Je suis devenu photographe certainement parce que cette faille de l'enfance, de la disparition du magique a dû être comblée d'une certaine façon et j'ai choisi la photographie pour réenchanter d'une certaine façon le monde. Et je trouve aussi que cette fascination pour les choses un peu étranges participe de cette possibilité-là. Mais à la fin de ce projet, avec un petit clin d'œil à Étienne Jules Marais dans une allégorie de la chimère, j'étais un peu dégoûté par l'objet sur lequel j'avais étudié, c'est-à-dire ce désir de maîtrise et de contrôle permanent. Et il y a aussi mes enfants qui étaient nés pendant cette période. Et par rapport à ma pratique photographique, j'ai eu le temps de me remettre certaines choses en question, et notamment le fait que je me protège toujours derrière des projets très formellement construits, assez homogènes, mais qui peut-être ne sont pas aussi personnels qu'ils pourraient l'être. Et la question de l'écologie, qui est l'inverse pour moi du transhumanisme, c'est-à-dire l'écologie, c'est accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, repenser notre position dans la pyramide du vivant, m'a forcé à changer mon approche. Et pendant les 4 ou 5 dernières années, j'ai donc travaillé sur Vivant, qui est en ce moment aussi exposé dans un musée en Suisse, le musée de Puy. Et j'ai essayé de changer la forme. Alors, par exemple, dans cette photographie ici, j'ai effectivement utilisé le pétrole brut comme un moyen de pigmenter les tirages et comme une façon d'imager tout simplement l'idée que tous nos milieux sont contaminés. Mais ce projet est plus fragmentaire et éclaté aussi que mes précédentes séries, c'est-à-dire que différentes typologies d'images viennent s'entrechoquer, des images qui a priori n'auraient pas forcément grand-chose à faire entre elles. Ici, cette image en noir et blanc, évidemment, symbolise la violence de notre relation à notre milieu. Et ce choc d'images me permet d'arriver d'une certaine façon à l'intime, puisque les protagonistes principaux de cette série, ce sont mes enfants et aussi ma compagne, qui sont d'une certaine façon l'incarnation pour moi de l'éco-anxiété et aussi la raison de ce projet, parce qu'il me force à me projeter dans l'avenir et à me confronter de façon violente et directe à cette question de l'écologie. Voilà, Oli parlait tout à l'heure d'autres formes d'intervention dans le paysage, plus physiques, où là je viens colorer une rivière avec des pigments évidemment naturels et non polluants pour illustrer évidemment la pollution. Voilà. J'ai essayé d'être rapide. Je parlerai quand même rapidement de cette photographie, puisque ce sont simplement des fleurs dans une serre. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elles sont derrière un plastique, derrière une bâche. Elles sont à la fois séduisantes et attirantes, et en même temps, elles illustrent tout à fait le fait qu'on s'est coupé de notre milieu. C'est-à-dire que ce voile qui nous sépare des fleurs est pour moi vraiment essentiel du point de vue du sens. C'est-à-dire que ce qui est autour de nous a beau être proche, d'une certaine façon, on s'en est détaché. Voilà pour la présentation rapide. Merci Mathieu. Donc moi j'ai une question. Je me souviens que il y a une des images qu'on expose à Paris Photo avec les touristes qui montent sur le rocher. Et cette image-là, en fait, la première fois que je l'avais vue, il n'était pas encore manipulé avec le pétrole, en fait, tout au début de la construction de cette série. Donc, moi, je suis assez curieuse, si je peux oser le poser. À quel moment est-ce que tu as décidé de partir de cette veine plus documentaire et puis de vraiment dire, OK, je vais essayer d'intervenir sur les tirages? Bon, la question, je ne se pose pas exactement comme ça. J'essaie toujours de trouver une forme organique pour les séries et qu'elles aient leur cohérence propre et leur autonomie. Et effectivement, pour la question de l'écologie, je me suis évidemment dit que cette question de casser les barrières et les protections
qui sont les nôtres, au niveau personnel, fonctionnaient très bien avec cette question-là qui, au fond, révèle d'une certaine façon notre fragilité. Et donc, cette question de la fragilité était essentielle. Donc, effectivement, j'ai essayé de me sentir plus libre et le pétrole est venu de façon lui-même organique. C'est une matière organique, d'ailleurs. J'ai fait d'autres expérimentations sur des objets, notamment, que j'ai peints. Et puis, j'étais insatisfait, effectivement, par ces images de paysages qu'on a beaucoup vues et qui, même si elles fonctionnent, d'une certaine façon, ne me semblaient pas suffisantes. Et j'ai du mal à expliquer pourquoi. Mais c'est arrivé. Et quand c'est arrivé, j'ai décidé d'accepter aussi cette dimension pas totalement contrôlée et aussi une forme visuelle peut-être parfois qui peut tendre vers, peut-être pas le kitsch, mais quelque chose qui est un peu moins dans le contrôle et la maîtrise, qui pour moi n'est pas toujours facile. Mhm. Oui, j'imagine. Je trouve ça intéressant pour tous les deux le rôle que chance, mais des essais et la chance que vous laissez ça vivre en fait dans vos tirages. Ce que j'avais beaucoup apprécié dans cette série avec le pétrole, c'était qu'il y avait à la fois il y avait ce concept autour de l'environnement et puis finalement en utilisant le pétrole, ça faisait vraiment, ça fait jaunir les ciels, les nuages et les éléments qui sont de l'eau dans les images. Je ne sais pas si ça s'est commencé comme ça tout de suite, mais c'est tellement poétique que c'est ces parties de l'image qui sont jaunissent, qui deviennent un peu... Moi, je trouve ça intéressant parce qu'il y a effectivement une séduction quand même qui est là. Et moi, j'ai toujours pensé que la séduction était quand même un bon moyen d'entrer en relation, que ce soit avec les gens ou avec des œuvres. Et j'ai du mal à me détacher de ça, de cette question-là. Et je pense que l'ambivalence d'une image séduisante qui est censée évoquer la pollution me semble aussi plus intéressant. On est tous ambivalents face à l'écologie. On ne peut pas, en tant qu'individu, je pense, avoir un comportement qui soit authentiquement écologique. Et c'est pas, peut-être pas nous-mêmes qui devons tout seuls changer les choses, mais une question de système. Donc moi, j'aime bien cette idée d'accepter l'ambivalence et même d'une certaine façon la contradiction. Et j'ai une question aussi mais peut-être Jean-Vincent. Vu qu'on est dans ce milieu-là de Paris Photo, je voulais demander du point de vue de la conservation. Comment est-ce que tout pratiquement pour ces tirages, parce que toi tu travailles avec des tirages qui sont éditionnés sur ces séries, et Jean-Vincent, je sais que c'est des tirages qui sont uniques, donc je souhaitais qu'on en discute un peu de cette différence. Oui, c'est très intéressant, je pense, effectivement. Alors moi, j'ai fait le choix de ne pas montrer les tirages qui sont pétrolés, c'est-à-dire que ce sont des internégatifs, si vous voulez, qui sont restés dans mon atelier, dans un sachet en plastique, qui ne sentent pas bon, que je numérise et que j'agrandis ensuite. C'est vrai que moi, je viens quand même de ce monde de la photo documentaire et je suis, je pense, quand même un photographe. Et j'aime bien cette idée d'une œuvre qui perd son aura. J'aime bien l'idée du multiple. J'aime bien l'idée, au fond, de refuser, de créer cette frustration de ne pas laisser, de ne pas montrer la pièce unique et de montrer un multiple. Donc c'est un choix personnel. Effectivement, d'un point de vue du marché, je ne pense pas que c'est peut-être le meilleur des choix, mais ce n'est pas grave, je l'assume. Excellente question, car je pense exactement le contraire de Mathieu. Moi, je pense que, en tout cas, ça fait plusieurs années que j'expérimente sur ces matières, sur ces plastiques, sur toutes ces choses, et que le fait d'avoir poussé ces expérimentations à un tel degré fait que je ne pourrais pas obtenir les mêmes couleurs, les mêmes contrastes ou le même ressenti avec un scan ou une reproduction de l'œuvre originale. Et en effet, peut-être qu'en essayant de se positionner plus en retrait par rapport à la photographie, mais d'avoir un corpus, un body of work qui tend plus à des pièces entre la photo et la peinture. Pour moi, il était impossible de ne pas présenter les originaux et donc de totalement abandonner le côté reproductible que je trouve également intéressant, mais qui ne faisait absolument pas sens dans cette série, étant donné qu'il y a des interventions qui pourraient être apparentées à de l'aquarelle ou de la gouache, donc vraiment quelque chose d'assez gestuel, d'assez physique, et qui n'avait pas vraiment d'intérêt d'être répété plusieurs fois. Ensuite, au niveau de la conservation, si on arrive à cette question, donc ce sont des matières qui sont à la base faites pour l'impression offset et qui sont waterproof et indéchirables.
J'en ai depuis plusieurs années qui sont en plein soleil et qui n'ont pas bougé. Après, bien sûr, je n'ai aucune norme ISO quelconque par rapport à un tirage fait. Mais même les tirages jet d'encre, on ne connaît pas non plus vraiment à 30 ans et plus ce qui va se passer. Après, le fait de rendre le tirage hermétique, c'est-à-dire que pour cette série, il est directement compressé sous un verre protecteur et scellé avec du plomb. Je pense que le fait de ne pas avoir d'oxygène ou de pollution atmosphérique, qui sont quand même des facteurs assez importants de dégradation, protégeront le tirage, je l'espère, le plus longtemps possible. Oui. En fait, je pense que c'est aussi assez cohérent par rapport à nos démarches, en fait. Oui, totalement. Et que, au fond, même si on se retrouve ici à parler des expérimentations qu'on fait, moi, la dimension thématique, au fond, et photographique de mes projets est beaucoup moins est prégnante. Et je pense que dans ton projet, il y a aussi l'expérimentation et la dimension peut-être formaliste qui sont plus importantes. Et au fond, au niveau des démarches, c'est assez cohérent que moi, j'ai des multiples et que je refuse la pièce unique et que tu la gardes, en fait. Merci beaucoup. J'espère, en tout cas, j'espère que vous avez eu un petit clin d'œil à ces univers de ces deux artistes et aussi comment deux personnes peuvent concevoir cette expérimentation sur le tirage de manière différente. Et je trouve, dans tous ces deux projets, il y a tellement une forte cohésion entre le concept derrière le projet. C'est vraiment des projets qui ne sont pas uniquement des explorations formelles, qui sont plus profondes que ça. Donc, je suis contente qu'on a pu avoir le temps et j'espère que la découverte un peu de l'univers vous a permis de voir aussi également ce changement que ces deux présentations ici marquent pour ces deux personnes. Donc, pour conclure, et puis je vais laisser un peu la parole à vous si vous avez des questions pour Mathieu et Jean-Vincent. Tous les deux, on a vraiment ici discuté de la construction de l'image et cette intervention qui vient des éléments extérieurs qui vont venir modifier les œuvres. Mais je trouve pour tous les deux, ces éléments, ils remplissent un peu cette mission de montrer quelque chose de plus personnel et plus global et de vraiment dépasser, en fait. On a parlé de cette base technique et cette physicalité de la pratique photographique, mais c'était pas vraiment ce que je voulais vous montrer. C'était plus de voir comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour vraiment le dépasser et puis de créer quelque chose de très riche. Donc, merci à Mathieu et Jean-Vincent. Et puis, je laisserai la parole là, si vous avez des questions pour eux. Et puis sinon... Et puis, s'il n'y a pas de questions, vous êtes invités si vous voulez poser une question en privé. On va rester ici quelques minutes après. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre venue aujourd'hui. Et merci à vous deux.